Je remercie d'abord, je remercie Daniel et Michel Mazot et les autres de la Fondation de m'avoir invité. Et ce n'est pas la première fois que je participe aux travaux de la Fondation. Et donc, ça me revient une minute sur mes 15 en arrière parce que la première fois que j'ai eu un contact avec la Fondation, on cherchait quelqu'un qui peut guider Robert Hue autour de New York pour voir un petit peu des choses. Et je lui ai débarqué et nous nous sommes promenés au tour du World Trade Center. Et donc, il y avait même, je crois, on m'a dit, une photo dans l'UMA de moi et Robert Hue regardant Wall Street. Et donc, les choses se sont dégradées depuis. Je vais servir, si je peux dire, comme pont entre cette deuxième table ronde sur les spécificités nationaux et la mondialisation, la crise mondiale, vers la troisième table ronde sur crise de la politique, rôle et apport des fondations politiques. Donc, je vais raccourcir au maximum mes remarques sur la crise politique et crise de la politique et crise économique politique aux États-Unis pour mettre l'accent sur le rôle des fondations parce que je crois que c'est quelque chose peut-être qui est moins connu en France que beaucoup de choses sur la politique et la crise politique et économique aux États-Unis où il y a beaucoup de reportages, bons reportages en France. Je cite en passant le reportage de Christophe Desrobés. Je crois qu'il est même actuellement aux États-Unis pour faire un reportage qui va apparaître dans une série d'articles dans l'UMA. Donc, je peux livrer des choses, mais je préfère de mettre l'accent sur des réponses à la crise et surtout le rôle des fondations politiques aux États-Unis. Parce que j'espère que ça peut être utile pour réfléchir ici en France. Et là aussi, je fais une autre anecdote en guise d'introduction. Comme Michel Mazot a dit tout à l'heure, l'initiative pour cette colloque, c'était une idée qui est venue de Pierre Blotin au Conseil scientifique. Quand nous avons discuté les projets de la Fondation, il y a beaucoup, comme la table avec les plaquettes démontre. Et Pierre Blotin a dit, mais écoutez, nous savons tous qu'il y a une crise, mais quand même, il faut prendre la mesure, la profondeur de la crise et surtout, qu'est-ce que nous pourrions faire, nous, à la Fondation, en face. Et donc, c'était de ça, si je me souviens, qu'on a eu cette idée de faire des tables rondes pour diagnostiquer et analyser les crises, les crises, et aussi pour réfléchir sur le rôle des fondations éventuelles. Donc, ce sont ces deux parties de mon exposé. D'abord, la crise économique, politique du système aux États-Unis et le rôle des fondations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la crise politico-économique aux États-Unis? D'une part, peut-être, bien que vous êtes avertis, j'en suis sûr, mais il y en a beaucoup qui disent « Quelle crise ?» Les États-Unis sont assez florissants, non? Il y a relativement, en tout cas, un taux de chômage qui est la moitié de ce qu'il y a en France. Il y a un taux de pauvreté, disons, convenable. 15%, bien sûr, c'est dommage, mais dans les proportions, disons, limitées. On peut continuer ce discours farfelu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'abord,
il y a une crise. Ça, il ne faut pas sous-estimer l'étendue de la crise. Statistique encore, taux de chômage, 5%, c'est vraiment faux. Si on prend en compte les choses comme les non-déclarés, les gens, ce qu'on appelle pudiquement aux États-Unis, découragés, discouraged workers, c'est vraiment Orwell qui parle, n'est-ce pas? Discouraged workers, ça veut dire comme je suis peut-être un peu, je suis ailleurs, je n'inscris pas au chômage. C'est fou. Il y a un taux de chômage qui est au moins 3 fois plus que 15%, avec une précarité et tout. Il y a aussi une pauvreté qui est beaucoup plus grande que les statistiques officielles de 5 à 15%. Un think tank a estimé à 45% des gens qui vivent vraiment à la marge, c'est-à-dire qui ont faim, qui ont très peur d'avoir faim, qui sont un petit pas plus loin ou dedans la misère, homelessness et autres. Et donc, c'est une société qui ne fleurit pas, une économie ne fleurit pas. Comment ça se tient? On a parlé tout à l'heure de la crise de 2008, mais cette crise, ces bulles, ces sous-primes, ça existe toujours. Il y a un endettement colossal qui peut revenir demain, qui peut faire exploser demain le retour d'une crise financière. Ça, je ne veux pas être Cassandra, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il faut se garder de penser que les choses vont assez bien chez nous. Du point de vue politique, c'est aussi très dur. La politique, c'est vraiment grippé. Il y a un blocage. Michel Crozier a parlé il y a 30 ans, 40 ans, de la société bloquée en France, mais c'est plutôt la société politique bloquée aux États-Unis. C'est le blocage presque total. Ça vient des institutions, c'était fait pour, c'est-à-dire la Constitution, le système présidentiel précise qu'il faut avoir un consensus entre 3 institutions, le président, le Congrès, à l'intérieur duquel il y a 2 chambres, vous savez tous, et le Cour suprême. Ces 3-là, ou 4, si on dit que les 2 chambres sont assez autonomes, sont tout à fait polarisés, bloqués, crispés, tout ce qu'on veut. Et donc, très très peu se passe du niveau, disons, des grandes initiatives, c'est-à-dire du niveau de l'État. C'est un État qui attend quoi? Il y a des élections, comme vous savez, dans un mois, même mois. Est-ce que ça va changer grand-chose? Ça, c'est pas très hasardeux, audacieux de dire tout à fait non, non, non. Au mieux, entre guillemets, il y aura 2 chambres de majorité républicaine, donc très conservateur. Est-ce que ça va changer les choses? Non, pas spécialement, parce que Obama, même avec, disons, son centrisme, son post-partisme, ou je ne sais pas quoi, post-partisanship, même avec sa faiblesse, c'est sûr qu'il va bloquer des initiatives ultra-droitières, conservateurs, que le Congrès va voter. Il n'y aura pas une majorité de 2 tiers républicains dans les 2 chambres pour surmonter un veto présidentiel. Donc, je termine la leçon de civique. Tout ça simplement pour dire le système politique américain se bloquait institutionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan, disons, de la société? Là, je pique la revue de Daniel.
Le sous-titre s'appelle The American Distemper. Je ne sais pas en français distemper. En anglais, ça veut dire c'est une maladie, distemper. Ça veut dire aussi j'en ai marre. Et ça résume tout à fait ce qu'il y a. Les Américains ont marre. 71% dans un sondage disent l'Amérique, l'État, c'est sur le mauvais chemin. Le cote des institutions, ça ne peut pas être plus minime. Par rapport à François Hollande, c'est vraiment presque un homme providentiel. Je blague un peu, mais quand même. C'est-à-dire, 10% des Américains disent que le système fonctionne bien actuellement. Je cite une petite phrase du New York Times avec un autre sous-titre qui est très pertinent. Lost in America, perdu en Amérique, qui veut dire vraiment perdu. L'Amérique est perdue. Et le journaliste Frank Bruni dit, je vais traduire très mauvaisement, il y a un sentiment d'incapacité qui fait que l'horizon politique, y compris les élections à venir, sont imprévisibles. L'opinion publique pense que tout est inutile. Il y a un pessimisme qui n'est plus à croire. Et finalement, il y a aussi une revanche, l'étendue de... Oui. Plus près encore? D'accord. L'étendue de anger, de haine, de rage contre le gouvernement est sans limite. Et l'aliénation de la majorité des Américains, on ne peut pas surestimer l'étendue de anger, de la haine, de la colère. La réponse à ça, il y a des réponses de toutes sortes. Il y a un bouillonnement qui est extraordinaire. Les gens, ce n'est pas simplement le cas que les gens acceptent. Il y a des réactions fortes de gauche, centre à droite. Mais je voudrais souligner cette diversité. C'est très important. Peut-être tout à l'heure, dans la première table ronde, on a eu tendance à, peut-être, mais je ne connais pas la France aussi bien que chacun de vous, mais j'avais l'impression peut-être on a surestimé les luttes populaires, disons, progressistes de gauche. Mais vous savez mieux que moi, il n'y a pas que ça en France, c'est-à-dire le Front National et autres. Mais c'est la même chose aux États-Unis. Il y a aussi un revanchisme, un populisme dans un sens très négatif, très dur, en face, pas simplement de l'État, mais aussi en face des minorités. Bien que dans la balance, les choses vont bien, il y a une tolérance plus grande à l'égard des minorités, à l'égard des gays, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer quand même un revanchisme. Et donc, la situation c'est très ouverte, ce n'est pas seulement les élections qui sont imprévisibles, mais on peut dire pour l'instant, c'est très difficile de prévoir la tendance, disons, principale. Dans ce contexte, quoi faire? Et je cite volontairement le titre du pamphlet de Lénine, Quoi faire? Et vous savez, c'est marrant, n'est-ce pas? Voilà, la crise arrive, je crois, c'était la révolution de 1905 peut-être, quand Lénine a écrit cette pamphlet. Quoi faire? Mobiliser, bien sûr, créer la grande force populaire. Non, il a mis l'accent sur quelque chose d'autre. Créer un journal, Iskra. Ça va trop loin. Mais en tout cas,
ça sert comme pont vers la deuxième partie de mon intervention, les fondations. Parce que je crois, dans ce contexte actuel, pas seulement aux États-Unis, bien sûr beaucoup chez nous, mais partout, le débat des idées, c'est vraiment primordial. Bien sûr, ça ne prime pas tout. Il y a une financiarisation de la politique aux États-Unis qui est affreuse. J'aurais pu analyser comment les finances ont pris le contrôle beaucoup plus, même qu'avant, qui était déjà mauvais, mais quand même. Mais quand même, tout n'est pas joué. Donc, le débat des idées, c'est très important. Et donc, le rôle potentiel des fondations, c'est très important aussi. Donc, ça m'amène au rôle des fondations aux États-Unis. Il y a deux inspirations théoriques, si on veut, pour comprendre le rôle des fondations aux États-Unis, pour moi. L'une, c'est Tocqueville, le vieux maître penseur français qui est très cité aux États-Unis, mais pour les bonnes raisons. Et quand il a analysé les États-Unis, il a dit, comme vous savez, l'État aux États-Unis, c'est ici, c'est là, c'est partout, mais c'est nulle part. Mais l'essentiel du pouvoir politique réside au niveau local et au niveau de la société civile. Je simplifie trop, mais voilà. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr, l'État aux États-Unis, c'est très fort, comme nous avons entendu tout à l'heure. Bien sûr, en Amérique latine et ailleurs. Même avec un État grippé, l'État intervient aux États-Unis, partout dans le monde, comme là encore, au Moyen-Orient et tout. Mais il y a du vrai là-dedans, dans le sens que l'instance politique, les frontières politiques sont assez limitées. Le rôle des associations privées, entreprises privées, mais associations au but non lucratif, les ONG, et fondations sont très, très importants. Et ça, je crois, pour la plupart, c'est une très bonne chose. Le deuxième inspirateur théorique, c'est Gramsci. Pourquoi Gramsci? Parce que Gramsci a parlé lui aussi du rôle, du poids, de l'importance de la société civile dans la domination capitaliste quasi démocratique, l'hégémonie idéologique, l'hégémonie, là encore, des idées, mais pas seulement des idées, le sens commun, les expériences quotidiennes, les associations, pour creuser les tranchées, les phrases fameuses de Gramsci, les tranchées, les fortifications de la société civile qui font obstacle à un renversement de l'État. Et c'est pour lequel Gramsci a insisté sur l'importance de cette lutte quotidienne dans les tranchées pour renverser l'hégémonie capitaliste. Là encore, ça nous revient au rôle des idées et au rôle des fondations potentielles. Et là, j'ai combien? 5 minutes pour dire qu'il faut avoir beaucoup plus de temps pour analyser le rôle des fondations. Si ma bagage m'aurait permis, j'aurais amené la Bible des fondations aux États-Unis. Ça s'appelle The Foundation Directory. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu, qui ont pas analysé, c'est trop, mais qui ont regardé, jeté un coup d'œil sur ce gros pavé. C'est épais comme ça, c'est lourd, c'est 2000 pages, et il n'analyse entre guillemets, seulement les 10 000 fondations
le plus important aux États-Unis. Ça, c'est le sommet de l'iceberg, je ne sais pas, le type, le petit parti de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus, des centaines de milliers, sinon des millions de fondations aux États-Unis. Donc, ils ont un poids quantitatif très fort. Je lis la liste des 10 premiers, si je le trouve. Je l'ai perdu quelque part. En tout cas, je cite de mémoire, parce qu'il y a un fil conducteur là-dessus. Le plus important, Bill and Melinda Gates Foundation. Deuxièmement, Ford Foundation. Maintenant, ce n'est pas exact, mais Johnson Foundation, Mellon Foundation, Rockefeller Foundation, et je peux continuer. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces noms-là? Tous les milliardaires, ou bien actuellement ou dans le passé. C'est-à-dire, et là je serais vraiment brutal et méchant, mais il y a du vrai. On peut dire que la manière d'un milliardaire aux États-Unis de blanchir son argent, c'est de créer une fondation philanthropique, un think tank. C'est trop méchant parce que ces fondations ne sont pas uniquement sous la tutelle, sous la direction du grand capital, bien qu'ils sont tous, presque sans exception, créés par ça. Mais comment on peut avoir d'autrement? Parce que les fondations sont privées. Il faut avoir des millions ou milliards de dollars de les créer. Donc, ce n'est pas à nous qui vont le faire. On peut avoir une collecte populaire, mais quand même, ça n'arrive pas à ces sommes-là. Et donc, les fondations sont créées par les gens très riches. Là encore, je cite Gramsci, parce qu'il sert comme pont, comme, disons, représentant, mais très éclairé du grand capital, on peut dire. Maintenant, je cite un petit peu les statistiques sur leur poids. Ils ont à eux, les 100 plus grands, 100 plus grands, 600 milliards de dollars de richesse. Ils dépensent chaque année à peu près 50 milliards de dépenses chaque année. C'est 100, mais il y a beaucoup plus derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Là, je dirais, c'est pour ça qu'il faut s'attarder plus longuement, je ne peux pas. Ils font tout. Ils sont l'État et les États dans notre État et dans le vôtre et dans les vôtres. C'est-à-dire, ils sont partout dans le monde. Ma femme est indienne, je vais souvent en Inde. Un des plus grands immeubles de l'Inde, de Delhi, le plus luxueux, auprès du parc le plus luxueux de Delhi, c'est le locaux du Ford Foundation. Mais on peut faire ça, on peut faire l'inventaire beaucoup plus, je ne peux pas. Mais je dis simplement que leur visée, leur action s'étend partout. Et pas seulement, là j'insiste, pas seulement dans le mauvais sens. Ils font la santé, ils font la recherche. Il y en a, là je termine, il y a les petits, comme Institute of Policy Studies, qui font de la recherche, la meilleure recherche critique qui vient des États-Unis, vient de cette fondation-là, n'est-ce pas, ce think tank. Ils financent les chercheurs. Je peux le dire, j'ai eu une bourse Wilson pour faire mes études grâce à Wilson Foundation. Donc, les gens un peu farfelus quand même. Donc, ils font tout, et je termine simplement en disant, ce n'est pas pour que la France doit copier cet exemple, mais simplement que je voudrais dire
d'abord un aspect de la vie politique, sociale, culturelle américaine qui n'est pas peut-être suffisamment connu en France, et aussi qui peut donner à penser que la Fondation Gabriel Péri peut avoir un avenir florissant potentiellement.